Vous écoutez Mister Radio. Mesdames et messieurs, je pense que c'est mon devoir de commencer par vous décrire le lieu où se passe cette histoire. Peut-être un peu étrange, mais vrai, je le jure. Ce n'est sans doute pas tout à fait sans risque qu'on raconte des histoires vraies. Il pourrait se trouver qu'un inspecteur de police soit à l'écoute, sans que ce soit précisément pour des raisons professionnelles. Mais moi, je peux me le permettre, parce que je sais très bien que si mon histoire est vraie, vous ne la tiendrez pas pour vraie. Au moins pas officiellement, car en réalité, officieusement pour ainsi dire, il va de soi que vous savez tous parfaitement que je ne raconte que des histoires vraies. Puis-je donc vous prier de faire un petit effort? Voilà, représentez-vous le salon d'un appartement, dans un palace. Le prix a été fixé par des brigands. Moderne, installé pour un séjour de longue durée. D'accord? À votre gauche, il suffit que vous fermiez les yeux, vous verrez la chambre comme si vous y étiez. À votre gauche, vous voyez plusieurs tables, poussées l'une contre l'autre. Est-ce que la table de travail d'un écrivain vous intéresse? Alors approchez, s'il vous plaît. Vous êtes déçu. D'accord, la table de travail d'un écrivain de moindre importance peut aussi ressembler à ça. Des papiers en désordre, une machine à écrire, des manuscrits couverts de ratures, des crayons, des stylos à billes, des gommes, des grands ciseaux, de la colle. Et derrière ce fouillis, une espèce de bar. Du cognac, du whisky, de l'absinthe, du vin rouge. Ça ne renseigne pas davantage sur la qualité, sur le génie de l'écrivain dont il s'agit ici. Ça ne parle pas en sa faveur, pas en sa défaveur non plus. Mais tranquillisez-vous, dans la partie de droite, l'ordre règne. Disons mieux, un ordre relatif, oui, quand je me serai occupé de ça. Oui, c'est un vêtement de femme que je vais fourrer dans un coin, et du revolver que je serre dans mon tiroir. De grands fauteuils moelleux et confortables, ultramodernes, des livres éparpillés partout, des photographies au mur. Mais le plus beau, c'est le fond. Une large porte-fenêtre ouverte sur un balcon, une vue enchanteresse qui correspond au prix de la chambre. Un lac lumineux, des collines et des forêts par derrière, des contreforts montagneux, le ciel crépusculaire. C'est l'arrière-automne, une orgie de jaune et de rouge. Mais revenons dans le salon. Regardons les deux personnages principaux de notre drame. Commençons par moi. Eh oui, l'un des deux protagonistes, c'est moi. J'en suis sincèrement désolé, je ferai mon possible pour ne pas vous faire peur en apparaissant trop brusquement. Venant de la droite, je me glisse avec précaution dans le salon. Je sors tout juste de ma chambre à coucher, il est clair que j'y étais occupé, mais mes occupations ne regardent personne, même si on doit les trouver détaillées dans certains journaux. Je mène une vie dépravée, déréglée, échevelée, scandaleuse, je ne le conteste pas. D'ailleurs, mon nom en dit assez. Corpse. Vous avez bien compris, je suis Maximilien Frédéric Corpse, le romancier, lauréat de tous les grands prix littéraires. Massif, tanné, mal rasé, chauve avec un crâne énorme.
Mes qualités particulières, la brutalité, le manque de scrupules, l'ivrognerie. Vous voyez, je suis franc. Oh, encore un mot sur mon habillement. Oui, ici je vous demande pardon, enfin je demande surtout pardon aux dames. Je porte un pantalon de pyjama, oui, et une robe de chambre ouverte sur mon torse nu qui est couvert de poils. Ah non, mais tout ça doit être dit. J'ai un verre vide dans la main, et en me dirigeant vers le bar, je m'arrête subitement au moment où j'aperçois dans mon cabinet de travail un visiteur inattendu. Il sera vite décrit. Parfait petit bourgeois, menu, maigrichon. Disons qu'il a un peu l'air d'un vieux courtier d'assurance avec une serviette sous le bras. Il est inutile d'ailleurs d'étudier ce monsieur plus en détail, ne serait-ce que pour la bonne raison qu'il va se faire éliminer le plus naturellement du monde au cours de notre histoire, ce qui lui ôtera toute espèce d'intérêt. Suffit. Le visiteur se met à parler. Nous y sommes. Je suis très ému de me trouver en présence du poète mondialement connu et mondialement estimé, Maximilien Frédéric Corbs. Possible, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon cabinet de travail? C'est votre secrétaire qui m'a fait entrer. J'attends déjà depuis 1 heure. Qui êtes-vous? Je m'appelle Hofer, Timothée Hofer. Il me semble que je vous connais. Vous n'êtes pas l'individu qui me bombarde de lettres? Si, depuis que vous êtes à Iselherbad. J'ai aussi bavardé tous les matins avec le portier, mais il n'a rien voulu savoir. Finalement, j'ai guetté votre secrétaire. Très austère, ce jeune homme. Étudiant en théologie, pauvre comme Job. Il doit gagner l'argent de ses études. Il m'a fallu une patience infinie pour réussir à le convaincre que cette entrevue pouvait avoir une grande portée pour nous deux, mon cher maître. Corbs, épargnez vos chers maîtres. Cher monsieur Corbs. Puisque vous êtes près du bar, passez-moi donc le whisky. Pardon. La bouteille est au bout à gauche. À votre service. Merci. Vous en voulez? Je préfère pas. Absinthe, vermouth, quelque chose? Non, pas davantage. Vous êtes abstinent? Non, mais prudent. C'est que je me trouve face à face avec un géant de la pensée. Je me fais un peu l'effet de Saint Georges avant son combat contre le dragon. Oh, catholique. Protestant. Moi j'ai soif. Vous devriez vous ménager. Vous n'avez pas de conseils à me donner? Je suis suisse, monsieur Corbs. Me permettez-vous d'examiner de plus près le cabinet de travail du poète? Je suis écrivain. Le cabinet de travail de l'écrivain. Des livres partout. Ah, des manuscrits. Puis-je regarder les photographies au mur? Faulkner, avec une dédicace autographe à mon cher Corbs. Thomas Mann, à mon cher Corbs, son admirateur inquiet, Thomas. Hemingway, à mon meilleur ami Corbs, son Ernest. À Henri Miller, à Corbs, mon frère d'esprit. Nous ne sommes plus authentiques que dans l'amour et dans le meurtre. Ah. Et quel paysage superbe, hein? Le coup d'œil sur le lac avec ce fond de haute montagne, ces nuages aux formes changeantes, et le soleil qui est en train de se coucher, hein? Rouge, immense. Vous écrivez, sans doute? Non, je lis. Je lis vos livres. Bill buvait du whisky volé. Les policiers s'étaient éloignés pour explorer le marais. Bill buvait et regardait Frank qui se mettait à pousser ses derniers râles. Le coup de feu dans le ventre, c'est une mort plutôt difficile. Ça se complique de doutes sur le sens de la bonté divine, le tout entremêlé de malédictions. Bill ne disait rien. Il n'y avait plus rien à faire. Enfin, ce fut terminé. Bill regardant en clignotant le soleil qui descendait vers la ville au flanc de la colline. Le soir tomba, puis la nuit. Bill buvait toujours du whisky, mais il ne pensait plus à Frank. La police se rapprocha. À présent, Bill songeait à la jeune fille. Diable! Je vous cite. Rapport sur l'assassinat d'une jeune fille.
Je le sais tout entier par cœur. Vous m'avez lu attentivement, vous êtes dans l'enseignement? Comptable. Je suis comptable, retraité, de la maison Huxley et Trost à Huntsville par Hork. Asseyez-vous. Merci bien. Ces fauteuils ultra-modernes me font un peu peur. C'est un appartement luxueux. Avec prix adéquat. J'imagine, oui. Isolé bas des chairs. Pour moi, c'est une catastrophe. Pourtant, je loge très modestement à la pension Seeblick. Adelboden était meilleur marché. Adelboden? Oui, Adelboden. Moi aussi, j'étais à Adelboden. Je sais. Au grand hôtel Wildstruben. Moi, j'étais au foyer Prosénectauté. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Par exemple, dans le funiculaire. Et puis, sur la promenade à Baden-Baden. Vous étiez aussi à Baden? Oui. Pendant que j'y séjournais? Oui. J'habitais le home évangélique de Siloé. Mon temps est chichement mesuré. Il faut que je travaille comme un esclave, monsieur... Timothée Hofer. Monsieur Timothée Hofer. Mon style de vie engloutit les billets de 1000 par centaine. Je ne peux vous accorder qu'un quart d'heure. Dites-moi ce que vous voulez, mais soyez bref. Le but de ma visite est très précis. Vous voulez de l'argent? Je n'en ai pas assez pour le distribuer à tout venant. Il y a une telle quantité de gens qui ne sont pas écrivains et qu'on peut taper qu'on est prié de laisser en paix les gens de ma profession. D'ailleurs, j'ai dissipé l'argent de tous mes prix en faisant la noce. Permettez-moi de vous congédier. Cher monsieur Corbs, pardon. Sortez. Mais vous me comprenez mal. Ce ne sont pas des raisons financières qui me poussent. C'est que, depuis ma retraite, je me suis fait, en quelque sorte, détective. Détective? Détective, en quelque sorte, privé. Ah, je préfère ça. Rasseyons-nous. Je respire mieux. Déjà, comme comptable, j'ai eu l'occasion de m'occuper de toutes sortes d'affaires. Une fois que je fonctionnais comme vérificateur auxiliaire provisoire des comptes, j'ai même réussi à faire mettre en prison le trésorier communal d'Ennettville, qui avait détourné les fonds de la caisse des pupilles. Mais avec l'âge, comme je disposais de quelques économies, que ma femme était morte sans enfant, moi, j'ai décidé de me consacrer entièrement à mon penchant. Et cela, c'est pour avoir lu vos livres. Mes livres? Vos livres immortels. Ils ont enflammé mon imagination. Je les lisais dans la fièvre, avec passion, tout bonnement transporté par les crimes grandioses que vous racontez. Je suis devenu détective, un peu comme quelqu'un sur le plan religieux peut se faire théologien, à force d'enthousiasme pour la maîtrise avec laquelle le diable fait ses œuvres. Il faut bien qu'un poids crée son contrepoids, si on peut dire. Oh mon Dieu, me voilà devant une gloire de la littérature. Le soleil se couche derrière le Hütliberg et vous buvez du whisky. Eh, mon cher Timothée Hofer, vous avez des dispositions pour la poésie? Cela me vient de la lecture de vos livres. 1000 regrets, je vous vois plutôt pauvrement vêtu. Votre nouvelle profession ne doit pas vous faire rigoler tous les jours. Le fait est que je ne suis pas sur un lit de rose. Le chef de la sûreté de ce pays est mon ami, je lui en toucherai un mot. Dans quel chapitre de la criminologie vous êtes-vous plongé? L'espionnage, l'adultère, les stupéfiants ou la traite des blanches? Non, mon domaine, c'est la littérature. Dans ce cas, je suis obligé de vous prier pour la seconde fois de quitter les lieux immédiatement. Cher monsieur Corbès. Vous voilà critique à présent? Laissez-moi vous expliquer. Sortez! Mais je n'ai étudié vos œuvres que pour leur contenu criminel. Ah, bien. Dans ce cas, vous pouvez rester. Rasseyons-nous. Vous êtes bien bon. On m'a déjà étudié sous l'angle de la psychologie transcendantale, du catholicisme, du protestantisme, de l'existentialisme, du bouddhisme et du marxisme, mais jamais sous l'aspect que vous essayez de dégager. C'est pourquoi je vous dois une explication, cher maître. Corbs. Oui, cher monsieur Corbs, pardon. L'hypothèse de départ de mon travail est très simple. Ce qu'il y avait d'imaginaire dans vos romans devait aussi exister dans la réalité. Parce qu'il me paraît absolument impossible qu'on puisse imaginer quoi que ce soit qui n'existerait pas quelque part. Diable.
C'est un point de vue tout à fait raisonnable. Alors en partant de cette réflexion, je me suis mis à rechercher les assassins de vos romans dans la vie réelle. Vous avez admis qu'il existe un lien entre mes romans et la réalité? Exactement. J'ai procédé selon une logique rigoureuse. J'ai commencé par analyser votre œuvre. Vous avez beau être l'écrivain le plus auréolé de scandales de notre époque, celui dont les journaux rapportent les divorces, les aventures amoureuses, les excès d'alcool, les chasses aux tigres. Vous êtes surtout célèbre comme l'auteur des plus belles scènes de meurtre de la littérature mondiale. Jamais je n'ai glorifié le meurtre pour lui-même. Il ne s'agissait pour moi que de représenter l'homme comme un tout, ce qui comporte évidemment qu'il est aussi capable de commettre un assassinat. Mais ce ne sont pas tellement vos intentions qui m'intéressent, mais vos résultats. Avant vous, le meurtre était généralement considéré comme quelque chose d'affreux. Grâce à vous, on arrive à en concevoir la grandeur et la beauté. Le public vous connaît comme le poète du crime. Ce n'est qu'une preuve de ma popularité. Et de votre art d'inventer de vrais virtuoses du crime que personne ne découvre jamais. Vous pensez à ma particularité de laisser le meurtrier s'échapper sans être soupçonné? Précisément. Vous avez lu mes romans comme des rapports de police. Comme des comptes rendus d'assassinat. Vos héros n'assassinent jamais par amour du gain ni par passion déçue. Ils tuent par plaisir intellectuel, par joie de vivre, par raffinement, par besoin d'expérience personnelle. La criminologie routinière ignore ces motifs. Ils sont trop subtils pour la police. Elle ne soupçonne même pas l'assassinat parce qu'il n'existe pas de crime où elle ne voit pas de motif. Alors en supposant que les crimes que vous décrivez ont eu lieu dans la réalité, et il est forcé qu'ils aient passé aux yeux de l'opinion publique pour des suicides, des accidents ou des morts naturelles. C'est de bonne logique. Et c'est bien ainsi que vous les faites apparaître au public dans vos romans. C'est bien ainsi. À ce point de mon enquête, je me suis fait l'effet du chevalier espagnol. Don Quichotte. Don Quichotte, que vous mentionnez très souvent dans vos romans. Il s'est mis en route parce qu'il a pris les romans de chevalerie pour la vérité. Moi, ce sont vos romans que je me suis mis à prendre pour vrais. Je n'ai eu peur de rien. Splendide. C'est vraiment splendide, ce que vous avez entrepris là. Sébastien! Sébastien! Vous désirez, monsieur Korpf? Il nous faudra travailler toute la nuit, Sébastien. Ça lui offre un cigare à monsieur Hofer. On finira bien par trouver quelque chose qui lui fera plaisir. Un Brésil? Havane? Non. Si vous permettez, je fumerai un cigare de mon pays. J'en ai toujours sur moi. Mais bien sûr. Vous pouvez vous retirer, Sébastien. Du feu? Oui, merci. Voyez-vous, je n'aime que cela. Aimez-les, mon cher Hofer, aimez-les. Mais surtout poursuivez votre histoire. Ça n'a pas été facile d'obtenir un résultat. Il m'a fallu faire un minutieux travail de précision. J'ai commencé par éplucher votre roman « Rencontre en pays étranger ». Mon premier roman. Paru il y a 11 ans. Oui, c'est celui qui m'a valu le Grand Prix de littérature criminelle. Et dont on a tourné un film, d'ailleurs. Quelle réussite. Le héros du livre, un aventurier, fait la connaissance d'une dame. Quelque chose de gratiné, selon son expression. C'est la femme d'un attaché allemand. Le héros l'entraîne dans un hôtel délabré d'Ankara, un repère de la pire espèce. Il la séduit, et parvenant dans sa saoulerie à la puissance d'un Homère ou d'un Shakespeare, la persuade que le bonheur suprême réside dans un suicide commun. Elle croit à la passion qu'elle est en train de vivre, au point qu'égarée par ses transports, elle se tue, ivre d'amour. Mais lui ne se tue pas. Il allume une cigarette et quitte le bouge. Il déambule dans les rues malfamées, roue de coups un prêtre de la mission turque, lui vole le tronc des pauvres et se met en route à l'aube pour la Perse, où il va prospecter le pétrole. Oh, quel chef-d'œuvre! Dans sa brièveté, dans son absence de rhétorique, il laisse Hemingway à des kilomètres en arrière.
Et vous n'êtes tout de même pas allé chercher les éléments de cette histoire en Turquie, mon cher Hofer. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai fait venir à grands frais d'Ankara les journaux de l'année 1948, qui est celle où se passe votre roman. Et je les ai fait examiner par un Turc, étudiant à l'école polytechnique fédérale. Le résultat? Ce n'était pas la femme d'un attaché allemand qui s'était suicidée, mais celle d'un Suédois. Une blonde, une beauté un peu réservée, dans un hôtel ignoble, pour des motifs inconnus, comme je l'avais justement présumé. Et l'homme avec qui elle avait passé dans cet hôtel? Inconnu. Toutefois, au dire du portier, il devait s'agir d'un individu de langue allemande. Il y avait aussi un prêtre qu'on avait réellement assailli, mais il se trouvait en trop piteux état pour être capable de donner des indications précises sur la disparition du tronc des pauvres. Et ensuite, j'ai étudié Mr. X s'ennuie. Ouais, c'est le bouquin favori de Churchill. Votre deuxième roman, un chef-d'œuvre. Mr. X, vaurien dans sa jeunesse, mais devenu écrivain arrivé, président du Pen Club américain, rencontre une jeune fille de 16 ans à Saint-Tropez. Il est ensorcelé par la beauté et le naturel de cet enfant. La nature puissante, la mer miroitante, le soleil impitoyable le font revenir aux sources. Il réagit comme un primitif. Viol, assassinat, sous les cataractes de pluie d'un ouragan démesuré. De toutes les pages qu'on a jamais écrites, ce sont certainement celles qui mêlent le mieux le charme et l'horreur. L'écriture est d'une concision lumineuse. La mise sur pied de l'appareil policier avec motocyclistes, les voitures radio qui arrivent en mugissant, la recherche de l'assassin, et les soupçons qui ne s'arrêtent que devant le coupable parce qu'il est au-dessus de tout soupçon. Et Mr. X qui assiste à l'enterrement de la victime. Ah, cette description clôt le livre comme une tragédie grecque. Mon cher Hofer, vous vous emballez. Quel enthousiasme. En 1949, il y a 10 ans, une Anglaise de 16 ans a été violée et assassinée à Saint-Tropez. Et l'assassin? Inconnu. Comme l'assassin de la Suédoise. Exactement pareil. En dépit d'un énorme déploiement de forces de police. En dépit de tout ça. La police officielle ne possède pas le moindre indice. Avez-vous fait d'autres découvertes? Puis-je vous passer cette liste qui les résume? C'est le catalogue complet des personnes au sujet desquelles j'ai établi un rapport avec des personnages que vous avez créés. Vous permettez? Il s'y trouve 22 noms. Vous avez écrit 22 romans, cher monsieur Corbs. Toutes ces personnes sont mortes? Toutes. À l'improviste, par suicide ou par accident. Si l'on accepte le cas de l'Anglaise violée. Pourquoi y a-t-il un point d'interrogation après le nom de la multimillionnaire argentine Joana Lopez? Cette dame correspond au personnage de Mercedes dans votre roman Nuit méchante, qui se fait étrangler par le héros. Mais la multimillionnaire est morte de mort naturelle à Ostende. C'est une liste précieuse. Le résultat de 10 ans de travail. À cela s'ajoute un fait remarquable. Tous ces suicides et ces accidents ont eu lieu dans des endroits où vous séjourniez aussi, cher monsieur Corbs. Vous étiez à Ankara quand la Suédoise est morte, à Saint-Tropez quand l'Anglaise est morte, et dans les 20 autres endroits au moment où les 20 autres sont morts. Je me contente de vous rappeler, monsieur le ministre von Gunthen à Davos, la comtesse Windischgratz à Biarritz, Lord Liverpool à Split. Tous ceux qui se trouvent sur la liste. Sans exception. Vous m'avez suivi à la trace, monsieur Hofer. Si je ne voulais pas faire du travail d'amateur, il fallait que je vous suive, de villégiature en villégiature et d'une ville d'eau à une autre. Vous n'étiez donc pas seulement à Adelboden et à Baden-Baden? J'ai été dans tous les endroits où vous vous trouviez. Mais dites-moi, ça a dû être extrêmement coûteux. Ruineux. Avec ça qu'au départ, mes ressources étaient maigres, et ma pension ridicule si on pense aux sommes énormes que gagne la maison Ashley et Trost. Il m'a fallu économiser, me soumettre à bien des privations. Ah, maître... Corbs. Ah, cher monsieur Corbs, pour faire certains voyages, j'ai dû littéralement m'ôter le pain de la bouche. Il n'y a que l'Amérique du Sud que je n'ai pas pu me payer. Et puis, naturellement, vos excursions annuelles dans la jungle indienne ou africaine. Ça ne fait rien, mon cher Hofer. Là, je ne m'occupe que de chasser le tigre ou l'éléphant.
Autrement, je me suis toujours tenu dans votre voisinage. Je constate. Partout où nous avons séjourné, vous dans votre hôtel de luxe et moi dans ma pension miteuse, il s'est produit un malheur que vous avez décrit comme un meurtre par la suite. Mon cher Hofer, je suis enthousiasmé. Vous êtes une des personnes les plus étonnantes que j'ai rencontrées. Je me suis tout naturellement posé la question de savoir comment les rapports entre les faits réels et vos œuvres avaient pu s'établir. C'est tout naturel, en effet. La logique m'a placé devant une alternative. Ou bien vous aviez pris des personnages de la vie réelle comme modèle de vos histoires, ou bien vos histoires se sont réalisées après coup dans la vie réelle comme vous les écrivez. Je vous suis. En admettant la première hypothèse, vos romans, que tout le monde admire comme les créations d'une imagination jaillissante, seraient tout bonnement des rapports de faits. J'ai pas lancé longtemps avant de me décider pour cette thèse. Aujourd'hui, je sais qu'elle est la seule possible. Mais cela pose un nouveau problème. Si ces romans sont des rapports de faits réels, il faut aussi que les assassins aient réellement existé. Ce qui appelle impitoyablement la question, qui sont ces assassins ? Qu'avez-vous trouvé ? Nous sommes obligés de rassembler les divers assassins en un seul. Vos héros portent sans équivoque les traits d'un seul homme, puissant. La plupart du temps, le torse nu à l'heure décisive du crime, chauve, avec un crâne énorme. Ces traits expriment un sauvage enthousiasme. Il boit du whisky. Il est toujours un peu ivre. C'est vous, l'assassin. Vous voulez prétendre qu'à plusieurs reprises... 21 fois. 22 fois. 21 fois. Non, la multimillionnaire argentine est une exception. Si vous voulez. Donc j'aurais commis presque 22 assassinats. J'y crois dur comme fer. J'ai devant moi non seulement un des écrivains les plus considérables, mais un des assassins les plus considérables de tous les temps. 22. 21 ? Bon, 21 fois. S'entendre dire ça comme ça. Voilà qui impose le respect, cher maître. Eh bien, mon cher Hofer, au bout du compte, qu'est-ce que vous me voulez ? Monsieur Cobbs, je vous ai dévoilé le secret de ma découverte, je suis soulagé. J'ai tremblé d'appréhension devant cette minute, mais je ne me suis pas trompé. Je vous vois calme et toujours amicalement disposé à mon égard. Permettez-moi donc de poursuivre avec une franchise totale. Mais bien sûr. Au début, je n'ai eu qu'une idée en tête, vous livrer à la justice officielle. Et vous avez changé d'idée ? J'ai changé. Pourquoi ? Cela fait 10 ans que je vous observe. J'ai vu avec quelle maîtrise vous suiviez votre passion, avec quelle supériorité vous choisissiez vos victimes, avec quelle désinvolture vous vous mettiez à l'œuvre. Vous m'admirez ? Infiniment. Comme assassin ou comme écrivain ? Sur le plan criminel comme sur le plan littéraire. Plus j'étudie les rouages de vos crimes, plus j'apprécie vos subtilités poétiques. Je suis résolu à faire à votre art un sacrifice énorme. Lequel ? Je suis prêt à renoncer au bonheur suprême, la gloire. Vous ne me dénoncerez pas ? J'y renonce. Et qu'attendez-vous en compensation ? Un peu de reconnaissance. Sous quelle forme ? Je suis en pleine déconfiture. Oui, j'ai tout sacrifié à ma vocation. Je n'ai plus la possibilité de continuer à mener la vie à laquelle je me suis habitué. Je ne peux plus m'offrir le luxe de passer d'une station ruineuse à une autre. Je vais être obligé de me retirer sous la honte et le mépris à Enotville, par Hork, pour y finir une vie de raté. Si vous ne me versez pas un peu d'argent de poche, en complément de la pension que me servent Huxley et Trost, 6 ou 700 francs suisses par mois, monsieur Corbus, pour que je puisse continuer discrètement à prendre part à votre vie comme admirateur et comme confident. Mon cher Timothée Hofer, moi aussi je vais vous faire un aveu. Moi aussi je vais vous parler avec une franchise totale, comme vous dites. Il n'y a pas de doute, vous êtes le plus grand détective que j'ai rencontré.
Votre lucidité et vos dons de criminaliste ne vous ont pas trompé. J'avoue. Vous reconnaissez? Je reconnais. La Suédoise? La Suédoise. La jeune Anglaise? Aussi. La comtesse Windischgratz? Pareillement. Et la milliardaire argentine aussi. Ah non, je regrette d'être obligé de l'exclure. Monsieur. Non, vous savez très bien que vous trichez un tout petit peu. Bon. Pas la milliardaire. Vous êtes l'auteur de 21 assassinats. De 21 en bloc. Je ne suis pas regardant. C'est l'heure la plus solennelle de ma vie. Vous avez raison, c'est l'heure la plus solennelle de votre vie. Mais peut-être dans un sens un peu différent que vous le croyez. N'oubliez pas, monsieur Hofer, qu'en dépit de l'exactitude de votre enquête, vous avez commis une faute. N'avez-vous pas réfléchi au danger que vous pourriez courir en venant m'exposer tout ce que vous savez de ma vie privée? Vous voulez dire que vous pourriez me tuer? Exactement. Mais naturellement, cher monsieur Corbès, j'ai pensé à ce danger. J'ai étudié la situation de sang-froid et j'ai pris toutes les mesures de sécurité possibles. Au-dessus de vous, loge une vedette de cinéma célèbre en Amérique. À droite, un colonel anglais. À gauche, une veuve de la grande bourgeoisie. Ah, pardon, c'est bien une veuve, mais elle est duchesse. Non, erreur, je me suis informé, son mari était un commerçant genevois. Et au-dessous de vous habite l'archevêque de Cernovitch, qui est poitrinaire. Un simple appel au secours, et il éclate un scandale à ébranler le monde. Vous seriez donc obligé de me tuer sans faire le moindre bruit. Il ne pourrait être question que de poison. Mais je comprends, c'est pour ça que vous n'avez rien bu. Précisément. Ça n'a pas été facile, j'adore positivement le whisky. Et pas fumé de cigare non plus. Et vous avez supprimé le ténor Horststrasser au moyen d'un Havane extra léger qui était imbibé de poison indien. Mon cher Timothée Hofer, vous oubliez une chose capitale. Quoi? Sinon, vous vous seriez avisé de l'inutilité de votre enquête. Vous n'avez fait que prouver quelque chose qui ne demande aucune preuve. Vous voulez dire? Vous y êtes. Ce que vous considérez comme le secret de Timothée Hofer, le monde le sait depuis longtemps. Ce n'est pas possible. J'ai étudié minutieusement tous les journaux sérieux sans y trouver la moindre indication. Oh, de nos jours, on ne trouve plus la vérité que dans les potins de la presse, Timothée Hofer. Elle est pleine de mes crimes. Croyez-vous que les gens dévoreraient mes romans s'ils n'étaient pas sûrs que je ne décris que des assassinats que je commets? Mon Dieu. Mais enfin, il y a longtemps qu'on vous aurait arrêté. Pourquoi donc? Mais parce que vous êtes un criminel. Et après? Il y a longtemps que le monde bourgeois nous tient pour des monstres. Pensez donc à Goethe, à Balzac, à Baudelaire, à Verlaine, à Rimbaud, à Edgar Poe, et il n'y a pas que ça. Nous incarnons à présent le rêve de millions de gens. Nous sommes les hommes qui peuvent tout se permettre, qui doivent tout se permettre. Croyez-vous qu'Hemingway aurait obtenu un tel succès pour son vieil homme et la mer si le public n'avait pas jugé que ce même vieil homme le représentait personnellement? Ou moi pour l'assassin et l'enfant si l'assassin n'était pas moi en personne? Regardez toutes ces lettres. Elles sont écrites par des dames de la haute société, des bourgeoises, des dactylos, qui s'offrent toutes pour que je les tue. C'est de la folie. Mais non, aujourd'hui la littérature est une drogue qui remplace une vie devenue impossible. Seulement pour fournir cette drogue, il est nécessaire que les écrivains au moins aient la liberté de vivre la vie qu'ils décrivent. Quand j'étais jeune, nul ne s'est intéressé à ce que j'écrivais. J'ai abandonné la carrière d'écrivain, j'ai mené une vie d'épave et j'ai fini par aller prospecter le pétrole en Perse, mais là aussi j'ai échoué. Il ne me restait plus qu'à écrire ma vie. J'étais convaincu qu'on m'arrêterait. Eh bien, le premier à me féliciter et à me faire une avance substantielle, ça a été l'attaché suédois. Et mon aventure d'amour avec sa femme a été mon premier succès mondial. Voilà. Et à présent, buvez donc un verre de whisky, puisque vous l'adorez. Non, merci, non, merci. Je suis... Oh, je ne sais pas. Non, merci bien. Quand j'ai compris ce que le monde voulait, je me suis mis à lui fournir ce qu'il désirait. Je n'ai plus écrit que ma propre vie. C'est comme ça que je suis devenu célèbre.
Vous n'arriverez à vous faire entendre par aucun tribunal au monde. Parce que le monde entier me veut comme je suis. On vous traiterait de fou. Comme on a traité de fou tous ceux qui ont déjà essayé. Croyez-vous être le premier? Jusqu'à présent, tous ceux qui ont tenté de me traîner devant les tribunaux se sont couverts de ridicule. Tous les procès ont été classés. Vous êtes un fou, Timothée Hoffer. Vous êtes coupable, plus qu'on ne peut dire, d'avoir gaspillé vos économies. N'attendez pas de moi que je vous dédommage. Attendez-vous plutôt à toute autre chose. Appelez au secours. Au secours? Oui, au secours. J'ai besoin d'un nouveau sujet. D'un nouveau sujet? Et mon nouveau sujet, ce sera vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est grand temps que je me mette au travail. Pourquoi sortez-vous un Vous revolver? n'avez toujours pas compris? Je m'en vais tout de suite. Le revolver n'est pas pour vous chasser, c'est pour vous tuer. Je vous jure, par tout ce que j'ai de plus sacré, que je quitterai Isolbad immédiatement, que je retournerai à Hunnetwil. Vous m'avez donné l'idée d'une pièce pour la radio et à présent il vous faut mourir. Parce que je n'écris que ce que je vis. Que je ne possède aucune imagination et que je ne suis pas capable d'écrire autre chose que ce que je vis. Grâce à moi, Timothée Hoffer entrera dans la littérature universelle. Oh non, j'y suis pas. Non. Si, des millions de gens vous verront comme vous êtes, là, devant moi, debout, tremblant de peur, les yeux et la bouche grands ouverts, avec cette gueule de comptable. Au secours! Eh bien, est-ce que les gens se précipitent? Est-ce que la star de cinéma, le colonel anglais, l'archevêque de Cernowitz se rue à votre aide? Vous êtes le diable en personne. Je suis écrivain et j'ai besoin d'argent. La pièce que je vais écrire sur votre assassinat passera sur tous les émetteurs. Je suis obligé de vous tuer. Ne serait-ce que pour des raisons purement financières. Est-ce que vous vous imaginez que c'est un plaisir? Non. Dieu sait que je préférerais 1000 fois vider une bouteille de vin avec vous dans le hall de l'hôtel. Et peut-être jouer au quilles un peu plus tard. Plutôt que de passer la nuit à mettre par écrit votre assassinat. Grâce, cher maître. Corbs! Oui, cher monsieur Corbs, pardon. Grâce, je vous en supplie. Vous pouvez reculer, vous n'irez pas loin. Je vous en supplie. Attention, derrière vous, la fenêtre est ouverte. Au secours! C'est vous, le 23e. 22! Fumiste. Au nom du ciel, monsieur Corbs, que s'est-il passé? Mon visiteur s'est jeté du balcon dans le vide. Il a eu l'air d'être pris de panique tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà déjà le directeur de l'hôtel. Cher monsieur Corbs, je suis inconsolable. Mais vous avez été importuné par quelqu'un d'impossible. Il s'est écrasé dans les roses. Il y a déjà longtemps que le portier le prenait pour un fou. Oh mon Dieu, heureusement qu'il n'a blessé personne en tombant. Prenez tes mesures pour que personne ne me dérange. Mais bien sûr, cher monsieur Corbs, bien sûr. Sébastien, au travail. Tenez, passez-moi un cigare d'abord. Merci. Du feu? Allumez le papier qui est sur la table. Qu'est-ce que c'est que cette liste? Oh, des noms quelconques. Passez-moi ça. C'est la meilleure manière d'allumer un cigare. Merci. Sébastien, il faut nous dépêcher. Demain, nous bouclons nos valises. Nous irons à Majorque. À Majorque. Un peu de Méditerranée nous fera du bien. Prêt? Je suis prêt, monsieur Corbs. Ah, une goutte de whisky d'abord. À votre service. Merci. Je dicte. Mesdames et messieurs, je pense que c'est mon devoir de commencer par vous décrire le lieu où se passe cette histoire, peut-être un peu étrange, mais vraie, je le jure. Point. Ce n'est sans doute pas tout à fait
sans risque. Qu'on raconte des histoires vraies. Il pourrait se trouver qu'un inspecteur de police soit à l'écoute, virgule,